Ben, la santé mentale au Maroc souffre, c'est-à-dire que souffre par différents manquements, par différents dysfonctionnements et par les besoins énormes. La santé mentale actuellement est devenue des priorités dans le monde. Même l'OMS insiste pour qu'on s'intéresse beaucoup, on s'investit beaucoup dans la santé mentale et, et prie les gouvernements d'aller plus vers la santé mentale depuis l'histoire de la Covid-19, a montré, cette pandémie a montré quand même, je dirais, l'importance de la santé mentale. Il n'y a pas que la santé physique. Alors au Maroc, aussi bien les autorités de tutelle que les ONG, que les acteurs dans le domaine constatent qu'il y a un déficit à tous les niveaux, c'est-à-dire un déficit au niveau de ressources personnelles, en ressources matérielles, c'est-à-dire en logistique, en literie, en tout. C'est vrai qu'il y a un déficit sérieux. Et même Monsieur le ministre l'a confirmé devant les représentants de la nation dernièrement dans une session parlementaire, je pense à l'occasion d'une question orale. Oui, le problème se pose, c'est que ce n'est pas dans le plan lui-même, c'est la mise en œuvre du plan et les moyens pour la mise en œuvre de ce moyen. C'est-à-dire qui dit un plan dit moyens humains et du moyen matériel. Alors, vu les contraintes, je dirais, économiques, budgétaires, laisse la marge de manœuvre je dirais, aux responsables pas très importante. C'est là où est-ce qu'il faut chercher d'autres niches aussi bien pour accroître aussi bien le budget qu'accroître l'attractivité, comme ça a été bien dit, l'attractivité de cette discipline. Mais le plan en lui-même, si on le prend en valeur absolue, oui, c'est un travail, je dirais, un bon travail qui a été fait par le ministère. D'ailleurs, ça a été fait en collaboration avec des acteurs de professionnels de santé, ce qui ça a accouché d'un plan, je dirais, qui peut nous faire sortir de cette situation. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui pose problème. Ben, il y a quelques services qui ont été réhabilités. Bon, ça m'a été de l'occasion de visiter par exemple Meknès dernièrement. Il a été réhabilité il y a un an, je pense. Ils ont pu faire chez Joint Venture avec les autorités, notamment du ministère de l'Intérieur, via l'INDH. Et ils ont construit tout un service parce que l'autre était complètement. Il y a eu des réaménagements aussi, l'hôpital d'Il Téton. Ça aussi m'a été de l'occasion de le visiter. Donc, il y a eu des réhabilitations, il n'y en a pas. Maintenant, il y en a d'autres qui en ont besoin. Je pense que la pandémie a ralenti ou a arrêté ce travail de 2 ans de perdu. Et je pense là qu'il faut élever la cadence aussi bien pour équiper les nouveaux qui vont ouvrir, les 3 hôpitaux et d'autres services, et aller vers ce travail de réhabilitation. Oui, il y a pas mal de services qui ont besoin d'être réhabilités, sans citer les villes, mais il y a pas mal qui ont besoin. Ouais, c'est énorme. Moi, je ne peux pas parler du Maroc. Je pense là, c'est les autorités de tutelle qui ont, je dirais, une vue horizontale. Surtout, mais si je prends, par exemple, je travaille à Casablanca. Si on est à la wilaya de Casablanca avec toute la ville et la banlieue, ben, le besoin est énorme. C'est un problème qu'on a quotidiennement. Les familles amènent leurs membres malades et on n'a pas de place. Ça, c'est quotidien au niveau du service de psychiatrie ici au CHU de Casablanca parce que tout simplement, c'est le seul service pratiquement qui gère les urgences psychiatriques de toutes les wilayas. Et on imagine la pression qu'il y a, la demande. Alors la demande est très élevée. Maintenant, la réponse, est-ce qu'il faut autant de lits que de malades? Non. Ce qui est important, c'est développer des petites structures, même des petites structures d'urgence, parce que si on jette un coup d'œil, si on fait un benchmarking avec les pays, il y a depuis 2 décennies, il y a ce qu'on appelle en psychiatrie le virage ambulatoire. C'est-à-dire qu'il est préférable, et il est même souhaitable, et il est même mieux pour le patient qu'il soit traité dans sa communauté, dans sa dynamique familiale et sociale, que traité complètement en hôpital.
Et actuellement, les hospitalisations sont réservées uniquement aux situations de crise. Mais une fois que le patient sort de la crise, on vous dit il ne faut plus prolonger l'hospitalisation, elle perd de son bénéfice. On commence à avoir plus entre guillemets, d'effets secondaires que d'effets primaires thérapeutiques qu'on cherche. Et ce qui fait maintenant dans le monde, vous allez trouver que dans certains pays développés, notamment européens, on ne construit plus de grandes structures, on se construit de petites structures de 20-25 lits pour gérer ces situations. Et une fois que le patient, on passe à d'autres structures. Maintenant, là, il faut accompagner. Il faut pas dire je construis, puisqu'on ne construit pas plus beaucoup ailleurs, je ne construis plus. Non, je construis ce qu'on appelle les structures intermédiaires, qui vont gérer, c'est-à-dire le patient qui sera entre une hospitalisation complète et la famille. Il y a ce qu'on appelle les structures intermédiaires, hôpital de jour, hôpital d'activité, centre de réhabilitation comme celui qui vient d'ouvrir ici à Casablanca. Donc il y a d'autres structures qu'il faut peut-être y penser dès maintenant pour accompagner, si vous voulez, et en construisant en même temps des petits services pour gérer les situations de crise où on a besoin de l'hospitalisation. Surtout au niveau des CHP et CHR, surtout. Parce qu'il y aura un avantage et un élément important, c'est la proximité et l'accessibilité. Et là, c'est très important pour le patient et pour la famille. Rester uniquement dans un, soi-disant, CHU niveau 3, ça ne répond pas, je dirais, aux critères, aux besoins de la population et aux critères d'efficacité et d'efficience. On serait peut-être un peu efficace, mais moins efficient, et surtout pour les patients et les familles. Il y a une partie, c'est vrai, qu'on a des cas sociaux. Et ces cas sociaux émanent soit d'autres services, si on parle de l'expérience du CHU, soit ils viennent de l'extérieur, sur avis d'autorité, autorité administrative ou judiciaire. Qu'est-ce qu'il arrive parfois? C'est qu'il y a parfois des patients qui ne présentent pas un trouble psychiatrique ou qui le présentent, mais il est léger, mais où est la détresse? La détresse n'est pas psychologique, la détresse, elle est sociale. Soit il y a un rejet familial, soit il y a un problème dans la société, soit il est livré à lui-même. Et ça, je dirais, c'est inhérent à la psychiatrie. C'est inhérent à la psychiatrie depuis son existence, depuis sa naissance. C'est que lorsque les premiers malades mentaux étaient placés avec les lépreux, si on revoit l'histoire de la psychiatrie, avec les mendiants, avec les cas sociaux. Et donc, je ne sais pas si c'est un vestige, mais normalement, on ne s'adresse pas aux autres services lorsqu'il y a un cas social. On ne s'adresse pas à la cardiologie, à la dermatologie, mais on s'adresse à la psychiatrie. Et on essaie d'expliquer aussi bien aux professionnels de santé d'autres spécialités qu'aux autorités que nous sommes un service médical comme les autres services, mais on n'est pas doté, on n'a pas normalement ces prérogatives de gérer les cas sociaux. Les cas sociaux, il faut un centre social, il faut un établissement médico-social, il faut réfléchir à des structures plus adaptées à cette personne. Et c'est vrai qu'on a eu des cas, des expériences, où on a eu des cas qui sont restés dans le service des années. Et bien sûr, c'est un lit en moins, c'est une place en moins. Ça, sur ce côté-là, je suis d'accord avec M. le ministre, c'est qu'il y a ce problème de cas sociaux. Il y a ce problème de cas sociaux et peut-être il faut dès maintenant peut-être engager une réflexion sur ce sujet-là. Parce que ce n'est pas question de... Les autres les rejettent et nous aussi on commence à les rejeter nous-mêmes, alors que ce sont des êtres humains d'abord, ce sont des citoyens, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'un gîte, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'une prise en charge. Et là, ça nous met dans un dilemme, je dirais même un dilemme éthique. Comment refuser quelqu'un qui est dans le besoin ? Mais il arrive que parfois nous on refuse parce que vous avez, d'abord, soit le service est plein, soit vous avez une ou deux places qui est libre et vous en avez besoin pour un patient qui est en détresse importante, qui risque de commettre par exemple des actes dont on regretterait. Et donc on est souvent, souvent les psychiatres, et surtout qui travaillent dans les services d'urgence, dans cette histoire et dans ce dilemme éthique comme ça, je dirais très douloureux sur le plan valeur humaine absolue, il est très douloureux. La disparité ou l'iniquité, je dirais, territoriale et géographique,
elle ne touche pas uniquement la psychiatrie, pour qu'on soit objectif. Elle touche pratiquement toutes les disciplines médicales où vous avez des régions qui ont souffert de ce manquement. Ce qu'on constate, c'est que durant ces 2 dernières décennies ou 3 dernières décennies, non, il y a, pour les autres disciplines, je dirais il y a une avancée importante. La psychiatrie est restée je dirais, en arrière, tout simplement parce que la psychiatrie a été toujours le parent pauvre de la médecine. Et donc, ça explique un petit peu le retard pris même sur les autres disciplines. Et ce qui fait que c'est, pour dire les choses comme ils sont, c'est la dernière discipline ou le dernier point à laquelle on pense. Lorsqu'on pose une stratégie, lorsqu'on étudie un budget, on y pense moins. Mais ça, c'est pas restant. Je dirais, il accompagne l'histoire de la psychiatrie, comment on voit le malade mental et comment on pense. Parce qu'on a eu des exemples, et ça on le palpe dans le discours, on le palpe dans les attitudes. Ça ne se passe pas uniquement central, mais c'est au niveau régional et local. Vous avez un acteur local qui vous dit oh, « il me reste que c'est fou, j'ai d'autres priorités ». Et ça, c'est une expression qui a été dite. On a eu des histoires, j'ai eu l'occasion à apprendre des histoires. Une fois, il y a eu dans une ville, sans la nommer, un petit service, c'était un joyau qui a été construit par le ministère de la Santé. Et il a été fermé parce que les acteurs locaux, non professionnels de santé, étaient contre l'ouverture. On leur a dit, notre ville, petite ville, jolie petite ville, on va voir les mendiants, on va voir les cas sociaux, on va voir... Et il a resté fermé pendant des années. Il a fallu, par coïncidence, que je rencontre un ministre de la Santé, pas l'actuel, mais en 2013 ou quelque chose comme ça, et je lui en parlais de ce service. Il m'a dit, comment ? Vous n'avez qu'à aller voir. Et effectivement, il a tenu parole. Dans les 2 mois, le service a ouvert, il fonctionne, il rend service à la population. C'est des idées reçues comme ça qui impactent beaucoup. Des idées reçues, malheureusement, qu'on ne trouve pas uniquement chez le citoyen lambda, mais qu'on retrouve parfois chez les acteurs locaux. Et on trouve des difficultés parfois chez les décideurs locaux et régionaux, plus que les décideurs centraux. Ça, c'est ma petite expérience, je peux vous le dire. Parfois, la résistance, elle est au niveau local plus importante que la résistance au niveau central. Et je peux vous dire, depuis quelques années, depuis 2012, où ça a été érigé, la santé mentale, en tant que priorité nationale, il y a plus, je dirais, de répondants et de compréhension au niveau central qu'au niveau local. Et là, au niveau local, il faut tout un travail de pédagogie, je dirais, et de longue haleine pour travailler cela. Parce que c'est des croyances, c'est des idées reçues qui sont créées, c'est une mentalité, c'est la façon dont on voit malheureusement le malade mental, le patient, alors que c'est un souffrant comme l'autre. L'autre a une souffrance physique, mais l'autre a une souffrance psychique.